Sans ordonnance, la dose d'infos qui maintient en éveil. On croit que cette Coupe du Monde parle de football. Elle parle de pouvoir. Mais pas n'importe quel pouvoir. Un pouvoir particulièrement efficace. Celui qui se rend invisible. Derrière le ballon, les institutions. Derrière les stades, les États. Derrière les joueurs, les hommes qui décident. Et derrière le spectacle, un système qui n'a aucun intérêt à ce qu'on le voie. Et pendant qu'on regarde le match, quelque chose d'autre se joue. Le malaise autour de Didier Deschamps est souvent mal compris parce qu'on le traite comme une affaire de football. On parle de système, de vestiaire, de prudence tactique. Mais le fond du problème, c'est le pouvoir. Didier Deschamps n'est plus seulement un sélectionneur. Il est devenu une institution dans l'institution. Depuis 2012, il exerce un pouvoir considérable sur l'équipe de France. 14 ans à ce niveau-là, ce n'est plus simplement de la stabilité, c'est une durée politique. Et la durée change tout. Au début, un sélectionneur incarne un projet. Puis il incarne une époque. Puis, parfois, il finit par incarner le verrouillage de cette époque. Et ce verrouillage n'est pas seulement sportif. Il est culturel, politique. Même Deschamps, lorsqu'il évoque un imaginaire chasse, pêche, nature et tradition, n'est pas neutre. C'est une France culturelle, une France d'ordre, de terroir, de bon sens supposé. C'est aussi politique. Simplement, c'est une politique qui ne dit pas son nom. Deschamps gagne une Coupe du Monde. Cette victoire lui donne une place et une légitimité immense dans l'histoire du football français. Mais elle ne devrait pas suffire à prolonger une époque jusqu'à l'épuisement. La comparaison internationale le montre. Scaloni gagne une Copa América, une Coupe du Monde, une autre Copa América, sans dépasser 8 ans. Del Bosque gagne une Coupe du Monde et 1 Euro sur 8 ans. Joachim Löw reste 15 ans avec l'Allemagne pour une seule Coupe du Monde. La durée n'est pas un gage de succès. Et surtout, une sélection nationale ne se possède pas, elle se transmet. La vraie question n'est donc pas seulement fallait-il que Deschamps parte. La vraie question est pourquoi attend-on si longtemps? À partir de quand la stabilité devient-elle confiscation? Cette question devient encore plus nette quand on regarde le verrou qui a longtemps tenu le football français. Deschamps sur le banc, Noël Le Graët à la fédération. Ce bloc ne vacille pas du tout par respiration démocratique. Il vacille quand la crise devient publique. L'institution ne se régule pas. Elle attend que le scandale lui force la main. Et c'est précisément là que l'affaire Zidane devient un moment de vérité. Quand Le Graët dit qu'il n'aurait même pas pris Zidane au téléphone, ce n'est pas une maladresse, c'est une phrase de propriétaire. Parce que Zidane n'est pas seulement un ancien joueur. Zidane, c'est une mémoire populaire. Une France silencieuse et combative, tranquille et passionnée, venue d'en bas et pourtant immense. Une France qui a offert au pays l'un de ses plus grands moments d'unité. Quand un président de fédération parle de Zidane comme si ce symbole ne comptait pas, les gens n'entendent pas une erreur de communication. Ils entendent que le football appartient à ceux qui le dirigent, pas à ceux qui l'aiment. Et Benzema raconte la même histoire autrement. Quand un joueur immense reste pendant des années traité comme un problème national, on ne peut plus faire semblant que tout est purement sportif. Benzema devient le nom d'un malaise plus profond. Celui d'une fédération qui écarte toujours les mêmes profils et regarde avec suspicion les mêmes figures insoumises. Zidane méprisé par Le Graët, Benzema traité pendant des années comme un problème permanent, et j'aurais même pu ajouter Cantona avec l'épisode Jacquet en 95. Une équipe de France qui produit de la communion nationale, mais dont les décisions restent enfermées dans un petit cercle. Et c'est exactement pour cela que le débat sur Mbappé est révélateur. Quand Mbappé parle du RN, on lui répond « Ne fais pas de politique ». Mais cette phrase ne veut rien dire, parce que le football n'est jamais neutre. L'équipe de France est politique depuis le départ. Elle l'est quand Macron descend sur la pelouse après France-Argentine, enlace Mbappé devant les caméras et tente de capter une part du symbole national. Le problème, ce n'est donc pas que les joueurs parlent politique. Le problème, c'est qu'ils parlent sans autorisation. Qu'ils sortent du rôle prévu pour eux, représenter la France, sans jamais dire ce qu'ils voient de la France. 14 ans à la tête de l'équipe de France. À ce niveau-là, la stabilité change de nature. Elle peut devenir une forme de verrouillage, parce que le pouvoir use. Il use celui qui le détient,
mais il use aussi la relation avec ceux qu'il prétend représenter. Une sélection nationale n'est pas un club. Dans un club, il y a un propriétaire, quelqu'un à qui le projet appartient. Une sélection appartient à un pays, pas à ceux qui la dirigent. Quand le pays commence à sentir que son équipe lui échappe, Zidane méprisé, Benzema écarté, ce n'est plus seulement une crise sportive, c'est une crise de la représentation nationale. Si une sélection nationale est déjà un lieu de pouvoir, la FIFA, elle, est un empire politique. Un empire qui parle de paix, mais qui organise ses récits au milieu des ruines. À cette échelle, le football ne représente plus seulement une nation, il fabrique une image du monde. Une institution populaire, un langage universel, des milliards de spectateurs. Et au sommet, des hommes qui parlent de paix et de fraternité. Gianni Infantino dit que le football unit le monde. Mais il faut regarder qui il unit vraiment, pendant qu'il dîne avec les plus puissants de la planète, y compris des autocrates qui produisent de l'oppression. Une institution qui prétend refuser les discriminations, mais refuse de juger les régimes qui les organisent, ne fait pas disparaître l'oppression. Elle la déplace hors champ. C'est cela le pouvoir d'un grand événement sportif. Il ne nie pas nécessairement le réel, il le rend regardable, il le transforme en décor. Et le spectacle devient un écran. Ce mécanisme, il faut le garder en tête. Parce qu'aujourd'hui, derrière la vitrine, il y a Gaza. Trump parle de Gaza comme d'un projet immobilier, une Riviera du Moyen-Orient, une formule obscène. Gaza n'est pas un terrain vague. Gaza n'est pas une brochure de promoteur. Gaza, c'est une terre horriblement mutilée, une terre où chaque bâtiment a une histoire, un nom, une absence. Et là-dessus arrive la FIFA, avec ses mots propres, aseptisés. Reconstruction, football, paix, jeunesse, stade, académie. On nous dit, mais c'est positif, il faut reconstruire, il faut donner de l'espoir aux enfants. Mais la vraie question est ailleurs. Qui reconstruit? Pour qui? Avec quel droit au retour? Avec quelle mémoire? On ne met pas du gazon sur une catastrophe pour faire croire que tout recommence. On ne parle pas de football pour la paix sans nommer d'abord la violence qui a détruit. Et on ne parle pas de paix quand on menace les cours de justice qui tentent de la nommer. Sinon, ce n'est pas de la paix. C'est du blanchiment. Par le sport, par les enfants, par les jolis mots. Et c'est là qu'une question devient impossible à éviter. Où sont passés les indignés de la terre? Ceux qui, lors de la Coupe du Monde au Qatar, expliquaient qu'on ne pouvait pas séparer le football des droits humains. Ceux qui appelaient au boycott. Ceux qui disaient « un stade n'est pas innocent quand il est construit sur la souffrance des travailleurs migrants ». Ils avaient raison de le dire. Mais alors pourquoi cette évidence disparaît-elle quand il s'agit de Gaza? Ont-ils oublié les damnés de la terre? Ou bien certains damnés ne deviennent-ils visibles que lorsqu'ils permettent à l'Occident de se donner le beau rôle? Parce qu'au Qatar, l'indignation occidentale était confortable. Elle permettait de dénoncer un pays riche, arabe, musulman, autoritaire. Elle permettait de parler des droits humains sans toucher aux alliances profondes de l'Occident. Mais Gaza, c'est autre chose. Gaza oblige à regarder les complicités, les silences, les armes, les vétos, les menaces contre les juridictions internationales. Gaza ne permet pas seulement de dénoncer l'autre, Gaza oblige à se regarder soi-même. Et c'est là que le silence médiatique devient frappant. La FIFA s'installe dans la reconstruction symbolique de Gaza, et presque personne ne pose la question centrale. Est-ce que le football va servir à rendre acceptable un projet politique où les Palestiniens deviennent secondaires sur leur propre terre? La FIFA n'a jamais été une organisation philanthropique, mais Infantino va beaucoup plus loin. Il ne se contente plus de vendre le football aux puissants. Il met la FIFA en scène à leur côté. Prix de la paix remis à Trump, dîner avec des autocrates. Cette FIFA ressemble de moins en moins à une fédération sportive et de plus en plus à une petite ONU du spectacle. Le football sert déjà à cacher l'horreur.
En 1978, l'Argentine organise la Coupe du Monde sous dictature militaire. Les stades sont pleins. Les caméras filment la fête, mais derrière la fête, les disparitions, la torture, les centres clandestins. Le slogan « Oui au football, non à la torture ». Parce que les tortionnaires comprennent déjà une chose simple. Un stade plein peut couvrir des cris, une victoire peut devenir un rideau. Et aujourd'hui, quand la FIFA pose des stades sur les ruines de Gaza en parlant de paix, le mécanisme est le même. Le football n'est jamais seulement du football quand il sert à rendre l'horreur présentable. Quand la paix ne nomme pas la violence, elle cesse d'être une paix. Elle devient une mise en scène. Et dans le football, même l'éthique peut devenir spectacle. Michel Platini en sait quelque chose. L'homme qui aurait pu prendre la FIFA, écarté, acquitté, arrivé trop tard. Le mécanisme est simple. On sort un homme au nom de la morale, on referme la porte, et quand la justice le blanchit, l'histoire, elle, a déjà continué sans lui. C'est ça, l'impunité institutionnelle. Platini n'est pas un saint, il connaît le système, il vient de ce monde. Il en a même longtemps accepté les règles. Mais c'est précisément pour cela que son cas est intéressant. Parce qu'il ne raconte pas l'histoire d'un pur contre des corrompus. Il raconte autre chose. Dans ces institutions, ce ne sont pas toujours les fautes qui décident d'une carrière. Ce sont les rapports de force. La vraie question n'est donc pas Platini était-il coupable? La justice a répondu. La vraie question est qui avait intérêt à ce qu'il disparaisse du jeu au bon moment? Alors il revient aujourd'hui, pas comme un sauveur, comme un fantôme. Le fantôme d'une question que la FIFA croyait enterrée. Qui décide vraiment dans le football mondial? En 1978, l'Argentine était sous dictature. Michel Platini choisit de jouer quand d'autres veulent boycotter. Ce n'est que du football. Des décennies plus tard, c'est lui que la politique du football rattrape. Empêché de se présenter à la présidence de la FIFA, puis acquitté, mais trop tard. Il a cru qu'on pouvait tenir la politique hors du terrain, il a découvert qu'au football, c'est toujours la politique qui siffle la fin de la partie. Et pourtant, Platini retrouve le bon vieux réflexe. Mbappé peut s'exprimer, dit-il, mais pas avec le brassard. Mais c'est précisément là que le raisonnement se retourne. Quand on demande à un capitaine de se taire au nom de tous les Français, on n'en fait pas une figure neutre. On en fait une figure présidentialisée, mais sans droit à la parole. Le maillot n'est jamais neutre. L'État en récupère toujours les symboles. En France, l'extrême droite n'a jamais cessé de commenter les Bleus à travers l'origine des joueurs. Quand les joueurs ne s'occupent pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe d'eux. Et c'est là que la neutralité devient un piège. On demande aux joueurs de se taire pendant que le pouvoir dispose de leurs symboles. Et Platini, c'est cela mieux que personne. Lui aussi a découvert qu'au football, la justice peut arriver après la politique. Et quand elle arrive, elle ne rend pas toujours ce que le pouvoir a pris. La justice a dit « Platini était innocent », le pouvoir a dit « trop tard ». Le peuple aime le football. Mais le football est gouverné par des gens qui se méfient du peuple. Ils veulent des gladiateurs qui divertissent, pas des citoyens qui parlent. Ils veulent des foules qui acclament, pas des peuples qui délibèrent. Ils ne veulent pas la paix comme justice, ils veulent la paix comme spectacle. La paix du cirque, pas la vérité de la cité. On nous dit, ne mélangez pas football et politique. Mais ce sont eux qui ont toujours offert le pain et les jeux. Décidément, le football, c'est encore un peu de sport. Mais c'est déjà beaucoup de politique. Comprendre le monde, éclairer les choix.